Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, désolé du petit retard lié à la fin de la présidence de la Commission des affaires économiques, qui avait un sujet essentiel sur l'outre-mer. Donc, je suis ravie de lancer cette présentation du travail que nous avons conduit depuis cet été avec plusieurs députés ou ex-députés et leurs équipes, donc Claire Jojeune, François Picmal, Jean-François Coulombe, Léo Walter, Gabriel Catala, Béranger Cernon et notre présidente Mathilde Panot, bien sûr. Nous avons réalisé pour cela une cinquantaine d'auditions, de recherches documentaires, d'échanges avec des dizaines d'acteurs. Pour quel résultat de ce travail? En somme, les Jeux olympiques paralympiques de Paris 2024 devaient être une fête, un moment de partage, de fierté nationale. Ils l'ont été, il ne s'agit pas de le nier. Mais on nous avait aussi promis, rappelez-vous, un événement responsable, transparent, des retombées économiques et sociales positives pour tous. Eh bien, derrière les paillettes et les médailles, qu'en est-il réellement? Et là, c'est notre rôle de parlementaire, évidemment, d'examiner ce qu'il en a été en réalité. Je vais peut-être vous présenter des premiers résultats. Évidemment, les collègues députés compléteront chacun sur le sujet qu'ils ont creusé. Mes premiers résultats d'abord, c'est que ces jeux risquent de coûter beaucoup plus cher que prévu aux contribuables. Ce qui est un problème évidemment à l'heure des tensions budgétaires. Vous vous souvenez, le budget avait été annoncé à 4,4 milliards d'euros, soi-disant les jeux les moins chers de l'histoire, depuis 40 ans. C'est donc une illusion puisque ça ne prend en compte qu'une petite partie des dépenses. Et en réalité, le coût total des jeux est bien plus élevé que cela. Et ce sont les contribuables qui vont payer la différence. Par exemple, avec des coûts de la sécurité estimés à 1 milliard d'euros quand on compte les primes, les heures sup et le personnel additionnel, ou encore les transports publics avec un budget d'Île-de-France Mobilité estimé à 225 millions d'euros, des services publics qui ont été extrêmement mobilisés aussi, avec de nombreux agents publics et des centaines de millions d'euros de surcoût pour l'État, du fait là encore des primes, des heures sup, du personnel additionnel, sans compter aussi les dépenses additionnelles des collectivités locales pour la sécurité, les transports, l'aménagement des espaces publics, l'animation des festivités, toute une série de dépenses publiques dont on n'a pas l'exhaustivité en réalité parce que qui sont manifestement très élevées, mais voilà, nous n'avons pas aujourd'hui le détail et l'État évidemment ne l'a pas fourni. Quelques exemples quand même, la mobilisation totale de, par exemple, la DGCCRF pendant 3 mois sur les JOP pour contrôler les prestataires de restauration, l'authenticité des produits dérivés. Ou la cérémonie d'ouverture à Tahiti, tout ça, ce sont des coûts supplémentaires et non inclus dans l'estimation que l'on a officielle pour l'instant. D'autres dépenses cachées existent évidemment. Et ce que je dois dire aussi, c'est qu'il faut regarder maintenant les retombées économiques en plus des retombées budgétaires. Parce qu'on nous dit oui, ça coûte pour le contribuable, mais c'est parce qu'il va y avoir des retombées économiques positives qui sont en réalité modestes. On les affiche entre 0,25 et 0,4% de PIB. C'est le chiffre de l'INSEE de ce matin. Je rappelle que ce n'est pas forcément de la croissance extrêmement positive pour toute la société parce qu'en réalité, c'est essentiellement lié à la vente des droits télé et de la billetterie. Donc c'est des gains en fait pour le CIO plutôt que pour l'économie réelle, soit dit en passant. L'impact sur l'emploi, mais mon collègue Béranger Cernon reviendra sur les conditions de travail. L'impact sur l'emploi, c'est pour le moins contrasté. Des créations d'emplois, certes, qui peuvent être estimées importantes, mais très temporaires, précaires, peu qualifiées. Par exemple, une agence de travail de ma circonscription en Seine-Saint-Denis confirmait qu'en fait, il y a des centaines d'agents de sécurité qui ont été formés pour lesquels il n'y a pas de débouché aujourd'hui. Plus préoccupant, c'est que les Jeux, en fait, ont créé des évictions touristiques, économiques, qui ont affecté certains secteurs d'activité, le commerce, la restauration, la culture. D'ailleurs, l'évaluation de notre collègue Sarah Legrain sur la culture montre que ces JOP ont détourné des visiteurs traditionnels de musées et de monuments qui ont du coup perdu des dizaines de millions d'euros de recettes. Et à Paris, vous le savez, les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ont dit tous, pour la plupart en tout cas, qu'ils ont vécu une très mauvaise saison. Alors, pour finir, et c'est aussi un point important dans la discussion sur le budget, c'est la question de l'héritage sportif. C'est-à-dire, y a-t-il vraiment un héritage en matière de sport populaire ? Et en Seine-Saint-Denis, vous savez, c'est ce qui nous a été vendu particulièrement. Vous verrez, vous aurez un héritage en termes de sportifs. Alors, en fait, ce n'est pas tenu, tout simplement, cette promesse, parce qu'il y a un manque de soutien criant aux équipements et aux acteurs du sport populaire.
Voilà, et en réalité, nous avons besoin, surtout pour le sport populaire, de gymnase, de piscines de proximité pour l'apprentissage des enfants, les scolaires, le sport médical, le sport, pardon, et le sport scolaire en particulier. Donc c'est vrai qu'il y a quelques communes de l'Est de la Seine-Saint-Denis qui ont profité de nouveaux équipements. Bon. Mais c'est par ailleurs souvent des installations qui ne sont pas adaptées en coût, en usage au sport populaire. Vous savez que l'Association nationale des élus en charge du sport estime qu'il faudrait un plan Marshall de 10 à 15 milliards pour la rénovation des équipements existants, sans parler du besoin de nouveaux équipements. Je rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, on a 4 à 6 fois moins d'équipements sportifs par habitant, par exemple, que dans le reste, que la moyenne française. Et en l'occurrence, il n'y a pas aujourd'hui, en réalité, dans les dépenses prévues pour 2025, ni a fortiori pour celles qui avaient lieu en 2024, de grands plans d'héritage sportif qui permet justement un gros investissement dans les équipements sportifs nécessaires, ne serait-ce que pour que certains départements rattrapent la moyenne nationale. Je passe sur la suppression de 1000 postes de professeurs d'EPS depuis 2017, ce qui contredit totalement l'objectif affiché de développer la pratique sportive, notamment dans le milieu scolaire. Je finirai donc en disant aussi qu'on nous avait promis que ces JO permettraient à des enfants de pratiquer davantage le sport, de pratiquer quotidiennement ou au moins chaque semaine le sport. Ce que nous avons aussi observé dans nos circonscriptions, c'est qu'en réalité, la plupart des clubs sportifs sont déjà complets, pour en tout cas tous les grands sports des JO. Et donc, ils étaient pour un certain nombre déjà au complet, faute de moyens, faute de soutien des bénévoles, faute de soutien des équipements. Et en réalité, ce qui s'est surtout produit, c'est qu'il y a eu énormément d'attentes et du coup de frustration, parce qu'en réalité, les parents sont arrivés pour inscrire leurs enfants dès l'été et n'ont pas trouvé de place, que ce soit dans les clubs de piscine, les clubs de tennis, les clubs de basket, etc. Et donc, faute de moyens, c'est surtout une grande frustration pour les parents et les enfants qui a été créée au moment de ces JO, alors que ça aurait pu être, et ça pourrait être, un grand moment, effectivement, d'encouragement à la pratique sportive. Je vous remercie, et maintenant je vais laisser la parole à ma collègue Gabrielle Catala. Bonjour à toutes et tous, merci. Alors moi, je vais m'occuper du volet droits et libertés fondamentaux, puisque dès janvier 2024, la Défenseure des droits s'était saisie du déploiement de la vidéosurveillance algorithmique, du nettoyage social et d'autres violations de droits et libertés qui avaient déjà commencé et qui allaient perdurer pendant cette période de Jeux olympiques et paralympiques. Donc on a mené un grand nombre d'auditions sur la question. On a auditionné les principaux syndicats, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, les associations de respect des droits de l'homme, Amnesty International, la Quadrature du Net qui est spécialisée sur les libertés numériques, ainsi qu'un certain nombre d'avocats, notamment M. Baudelin qui est l'avocat des militants d'Extinction Rébellion, et M. Brengart qui a défendu un certain nombre de personnes assignées à résidence de manière arbitraire. Qu'est-ce qu'on fait ressortir ces auditions rapidement ? La première chose, c'est évidemment le déploiement massif et complètement déconsidéré et inutile de la vidéosurveillance algorithmique. La vidéosurveillance algorithmique, elle a longtemps été utilisée en France de manière totalement arbitraire, de manière totalement illégale, sans aucun cadre. Ensuite, elle a été légalisée par la loi JO de 2023, qui n'était en aucun cas une loi sur le sport, mais une loi d'atteinte aux libertés fondamentales sur laquelle on avait saisi le Conseil constitutionnel. Et la vidéosurveillance algorithmique a donc été utilisée pendant les Jeux olympiques dans les principales gares et stations de métro, mais notamment pendant des périodes qui n'avaient rien à voir avec des périodes des épreuves olympiques. Elle a notamment été déployée pendant Roland-Garros, le 14 juillet, donc pendant des très longues périodes, plusieurs jours, avant même que des événements commencent et sans lien avec les JO. On a estimé qu'en fonction du nombre de personnes qui fréquentent les gares RER, les gares SNCF et les stations de métro tous les jours, environ 12 millions de personnes ont été surveillées pendant ces JO-là. La VSA, elle va évidemment, comme toutes les mesures qu'on nous présente comme expérimentales, être pérennisée à jamais dans le droit commun. C'est d'ailleurs ce que Laurent Nunez et le ministre de l'Intérieur ont annoncé dès que ces JO, ces Jeux olympiques et paralympiques se sont terminés. Et sans même que jamais
ces techniques de surveillance n'aient prouvé une quelconque efficacité. Il n'y a aucun rapport en France qui prouve que la délinquance est mieux prévenue ou que la délinquance baisse quand on déploie des dispositifs de vidéosurveillance. Et enfin, c'est un grand danger puisque la vidéosurveillance algorithmique est la dernière étape avant le déploiement de la reconnaissance faciale en France, reconnaissance faciale qui est déjà utilisée indirectement depuis la loi sécurité globale et la loi sécurité intérieure, avec par exemple le déploiement de drones qui peuvent se croiser avec certains fichiers de police et qui permettent de surveiller les gens. Au-delà de cette vidéosurveillance, on a assisté pendant les Jeux Olympiques à un très grand nombre d'assignations à résidence qu'on appelle les MICAS. Les MICAS, c'est le nom qu'on donne aux assignations à résidence depuis la loi SILT, c'est-à-dire la loi qui a pérennisé dans le droit commun la loi sur l'état d'urgence de 1955. Et on n'a jamais observé un grand nombre aussi conséquent d'assignations à résidence que pendant les JO. Donc au-delà de nos auditions, Mediapart avait déjà largement documenté ce phénomène. Plus de 500 personnes, enfin plus de 500 mesures ont été prises pendant l'été. Certaines qui ont pu être contestées ont donné lieu à des annulations, puisque ces MICAS sont fondés sur des documents qu'on appelle des notes blanches du ministère de l'Intérieur qui sont très difficiles d'accès et difficiles à contester. Donc les avocats qu'on a auditionnés nous ont signalé avoir remporté certains cas puisque la mesure était injustifiée et disproportionnée. Et enfin, on a assisté, comme pendant les Gilets jaunes, les retraites, c'est une dynamique qui est à l'œuvre depuis très longtemps en France, à des gardes à vue arbitraires qui ensuite aboutissent à aucune poursuite judiciaire et qui sont fondés sur des délits qui ne sont en aucun cas caractérisés, notamment ce qui a été utilisé aussi pendant la réforme des retraites pour placer les gens en garde à vue, c'est le délit de groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences, qui est une infraction contraire au droit international. Et donc pendant ces Jeux Olympiques, des militants de Extinction Rébellion qui collaient par exemple des autocollants « Les JO, c'est pas Jojo » ont été placés en garde à vue sur le fondement de ce délit-là, pour ensuite être relâchés sans aucune poursuite, de la même manière qu'ils ont été placés en garde à vue après s'être entraînés à monter dans des arbres sans aucun lien avec une quelconque épreuve. Et pareil, évidemment, ça laisse des traces, puisque les militants sont certes relâchés, mais c'est une pratique qui du coup se poursuit, qui se banalise. Et surtout, le placement en garde à vue laisse d'immenses séquelles sur les militants, puisque au-delà de l'aspect psychologique, certains ayant été placés en garde à vue pendant plus de 30 heures, ça permet le fichage policier. Puisque qu'est-ce qu'on fait quand on place les gens en garde à vue ? On leur demande leur code de téléphone, on leur demande leurs empreintes, on prend leur identité, et c'est comme ça qu'on dissuade ensuite les militants politiques et écologistes de mener des actions qui devraient être totalement légales dans un état de droit. Voilà, donc j'ai saisi la défenseure des droits pour le groupe dès le 12 septembre à la suite des diverses auditions qu'on a menées, et elle a annoncé juste après ouvrir une instruction et mener une enquête. Donc là, on attend ses conclusions avec tous les documents qu'on a pu lui transmettre. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Donc moi j'ai travaillé sur la partie droit social, droit des travailleurs. Donc pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, on a eu une charte sociale qui a été signée en 2018. Donc une première qui a été négociée entre les organisations patronales et syndicales avec pour objectif de déterminer un ensemble d'engagements sociaux. Bon, on regrette que cette charte finalement soit peu contraignante et finalement ait été remplie de bonnes intentions seulement. Elle a été signée par Solideo, les entreprises et les collectivités et les partenaires sociaux dans leur ensemble, donc qui comprenait un certain nombre d'engagements, de principes, notamment des clauses sur l'emploi, les discriminations, mais aussi un engagement pour garantir des conditions de travail respectueuses de la santé et de la sécurité des travailleurs. On a une inspection du travail qui a été très présente et qui a permis à ce que les chantiers olympiques soient 5 fois moins accidentogènes que la moyenne du BTP. Mais bon, ce sont quand même 130 accidents de trop et il faut aussi y intégrer les 5 morts accidentelles qui sont survenues sur les chantiers du Grand Paris Express depuis 2020, puisque les deux projets sont élaborés ensemble. Le rôle de l'inspection du travail dans la réduction des accidents du travail sur les sites et chantiers des JOP est indéniable. On a également relevé un recours massif au contrat forfait jour par le COJOP et qui a été notamment une source majeure de tension sociale durant l'événement. Le forfait jour, il a été appliqué à 2800 salariés sur les 3200 que comptait le COJOP. Beaucoup de ces salariés n'avaient pas le statut cadre et avaient très peu d'autonomie dans l'organisation de leurs tâches. On a eu des semaines de travail de 60 à 80 heures sans qu'aucune rémunération ne soit versée pour les heures supplémentaires travaillées. Et dans certains cas, les plannings étaient stricts
et les contraintes horaires imposées aux salariés, ce qui permet de douter quand même de l'opportunité du recours au contrat forfait jour. On a également eu recours à une main-d'œuvre précaire. Une grande partie des travailleurs étaient employés en CDD ou à travers des contrats de sous-traitance, comme par exemple les gilets violets de la RATP. Ces travailleurs, donc employés pour l'accueil, étaient majoritairement des intérimaires, donc des périodes d'essai qui étaient systématiquement renouvelées, aucune formation. Leur amplitude horaire pouvait s'étendre jusqu'à 10 heures par jour, avec une pause théorique de 45 minutes, mais qui n'était pas organisée. On a eu également des agents qui travaillaient debout, sans pouvoir s'adosser, ne disposaient pas de locaux adaptés, n'avaient ni endroit pour manger, ni accès à l'eau potable. Donc la communication avec leurs employeurs se faisait exclusivement via une plateforme en ligne et certains n'ont toujours pas reçu leur fiche de paye ni leur salaire. Il y a eu des combats gagnants, notamment pour ce qui est dans le spectacle, entre les artistes recrutés pour la cérémonie, il y avait des inégalités de traitement importantes. Le syndicat français des artistes interprètes, le SFA-CGT, a entamé un rapport de force avec les organisations de la compétition et de la cérémonie Paris 2024 et Paname 24, qui a finalement abouti. On a également relevé que les chantiers olympiques relevaient des abus massifs concernant l'exploitation des travailleurs sans papier. Sur plusieurs sites, notamment le village olympique ou l'Adidas Arena, ça a été énormément médiatisé. Alors certains de ces travailleurs ont été régularisés dans l'urgence pour éviter un scandale médiatique. Cependant, on a calculé qu'à peu près les pertes pour l'État en termes de cotisations sociales et en impôts sont estimées à plus de 10 millions d'euros. Sujet sensible également sur une période comme celle des Jeux Olympiques, la question du bénévolat. Le bénévolat, on le sait, ça a toujours été dans les manifestations culturelles ou sportives un élément essentiel du bon déroulement de l'événement. Pour autant, la disproportion entre l'intensité de leur engagement et leur statut de volontaire nous laisse perplexes. Leur engagement a pu atteindre 48 heures par semaine, sans compensation pour les frais de transport ni pour l'hébergement. Et le coût pour rémunérer ces bénévoles au SMIC horaire n'aurait représenté qu'environ 1% du budget total des Jeux, mais le COJOP a choisi de maintenir cette main-d'œuvre gratuite. Donc pour conclure, on a des Jeux olympiques et paralympiques qui ont été un événement planétaire qualifié à de nombreuses reprises comme réussi. Voilà, on ne le nie pas. Cependant, on voit que les révélations de situations d'exploitation, de surexploitation et de précarité de nombreux travailleurs et travailleuses le démontrent qu'il y a eu des abus. Ces abus doivent nous amener à une remise en question sérieuse sur la manière dont les grands événements internationaux doivent être organisés à l'avenir en garantissant des conditions de travail équitables et respectueuses des droits humains. Et je passe la parole à mon camarade Jean-François Coudhomme. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans le prolongement de cette enquête que nous avons menée, que le groupe La France Insoumise a menée, nous avons voulu déboucher aussi sur les perspectives futures que sont les Jeux Olympiques 2030, puisque, vous le savez, en février 2030 auront lieu les Jeux Olympiques et Paralympiques dans les Alpes. Et c'est à cette occasion que les deux régions PACA et AURA ont proposé la candidature de ces deux régions pour en être les régions hôtes. Le 2 octobre, M. Barnier s'est donc engagé, ou plutôt a engagé l'État, et donc les citoyens et les contribuables, à ce que ces Jeux aient lieu dans nos Alpes françaises, avec tout ce que cela implique pour nos finances publiques. Cet accueil des Jeux, dans des conditions établies unilatéralement par le Comité international olympique, est synonyme de nombreuses aberrations démocratiques et aura des conséquences lourdes, économiques, sociales et environnementales. Alors, pourquoi la France a été choisie par le CIO? En réalité, par faute de candidature, puisque certaines villes qui auraient voulu se porter candidates ont vu leur candidature contestée par les populations locales. Et pour les deux autres pays qui auraient pu nous faire concurrence au dernier moment, la Suisse et la Suède, le CIO a estimé que ces deux pays avaient des dispositifs démocratiques, la votation en Suisse par exemple, qui rendaient hasardeux l'aboutissement du projet des Jeux Olympiques chez nos voisins helvètes. Donc il y a là un problème démocratique, parce que cette candidature n'a, chez nous, ici, suscité aucune consultation populaire, alors qu'il s'agit bien d'argent des contribuables, nous y reviendrons, pour voir les masses considérables budgétaires qui sont mobilisées dans un tel projet. À ce déni démocratique, donc, s'ajoutent ses conséquences économiques, puisqu'il est prévu
dans le montage financier des Jeux Olympiques 2030 que 23% du total engagé le soit par l'État français. Donc, le montant estimé aujourd'hui par les deux régions Rhône-Alpes, Aura et PACA, se situe aux alentours de 2 milliards, 2 milliards et demi. Vous faites le calcul, ça fait à peu près un quart de cette somme, donc plus de 500 millions d'euros, un demi-milliard d'argent public est engagé par l'État français pour ces Jeux. Je rappelle que les Jeux Olympiques d'Albertville de 1992 n'ont fini d'être remboursés en termes de coûts d'amortissement qu'il y a très peu de temps, par notamment la région et le département, la région Rhône-Alpes et le département de Savoie. Donc, nous avons donc cette problématique d'argent public à un moment où on nous tire des larmes en nous disant que nous n'avons plus assez pour financer les services publics, l'hôpital ou l'enseignement en premier. Donc M. Barnier a donné sa signature et vient de nous engager toutes et tous à débourser ces montants exorbitants. Mais au-delà de ça, il y a également le contrat ville-hôte qui est soumis par le CIO aux deux régions, Rhône-Alpes et PACA, et dont nous avons pris connaissance et lu attentivement toutes les clauses qu'il contient. Et il nous faut vous dire qu'il s'agit là de clauses léonines pour la très grande majorité, c'est-à-dire qui ne donnent des obligations qu'à l'un des deux contractants, en l'occurrence la France, vis-à-vis du CIO. On a également dans ce contrat une problématique démocratique, puisque en cas de litige, ce n'est pas un tribunal français qui sera chargé de statuer, c'est un tribunal arbitral international dont on sait en quelque sorte le côté partisan dont il peut faire preuve. Et quand bien même il y aurait des recours, c'est la juridiction suisse qui ensuite serait chargée de donner un avis définitif sur les litiges qui nous opposeraient au CIO. Parlons également de l'aspect écologique, bien évidemment, puisque nous sommes là dans des espaces particulièrement fragiles et menacés, que sont les territoires d'altitude de notre pays. Cette candidature entre en totale contradiction avec les engagements de la France en matière climatique à l'horizon 2030. Artificialisation des sols, canons à neige alimentés par une ressource en eau qui fait déjà largement défaut. On l'a vu tout à l'heure en évoquant la question du Lyon-Turin, du creusement des tunnels. On a des déperditions massives d'eau dans nos massifs montagneux. Donc, ces régions-là, donc lourdement impactées par le réchauffement climatique, puisqu'on sait également que sur le plan de l'environnement, les territoires d'altitude vont subir en quelque sorte un réchauffement climatique accéléré par rapport aux territoires de plaine. Selon les scientifiques, il s'agit donc d'une aberration écologique et du greenwashing à l'état pur, puisque les deux régions se sont engagées auprès du CIO en disant que ce sera des Jeux olympiques absolument vertueux sur le plan écologique. Or, des associations environnementales qui ont voulu rentrer dans la discussion eh bien, se sont vues menacées en région Rhône-Alpes, notamment, de ne plus avoir de subventions par M. Wauquiez, parce qu'il y avait là une menace pour son dispositif à lui. Ensuite, nous avons des conséquences sociales dont il a été question, nous l'avons vu pour les Jeux Olympiques de Paris, mais là aussi, elles sont nombreuses dans nos territoires alpins. Spéculation immobilière dans les territoires déjà très impactés par l'augmentation des loyers et de l'immobilier, qui rendront l'accès au logement de plus en plus compliqué pour les populations locales. Des transports locaux délaissés depuis des décennies, mais des investissements dans des ascenseurs valléens, jusque par exemple à Courchevel, qui sont un exemple bien révélateur. La pérennisation, on l'a vu également avec Gabriel, pour le tout sécuritaire qui avait été expérimenté à Paris et qui devrait également être utilisé pour ces Jeux Olympiques d'hiver. Donc vidéosurveillance algorithmique, tri social opéré comme à chaque grand événement sportif, et ce au détriment des populations locales et précaires. En conclusion, la gravité de la situation économique, environnementale et sociale de notre pays ne permet pas la tenue de jeux aux conséquences si délétères. Les festivités sportives, au bénéfice de quelques-uns, ne peuvent se faire au détriment du vivant et des populations locales. Ce n'est donc pas aux citoyens et à nos finances publiques, à nos territoires, de s'adapter aux exigences d'un CIO,
mais bien aux organisateurs de ces manifestations de s'adapter à la nouvelle donne budgétaire et à notre connaissance de l'impact climatique et environnemental des activités humaines. Je vous remercie. Bien. Donc c'est pour vous préciser également qu'évidemment, cette commission d'enquête, on la dénomme une commission d'enquête populaire, hein, mais que nous souhaitons évidemment une commission d'enquête parlementaire, ça nous semble la moindre des choses. Et donc, je vous l'annonce, nous déposons une proposition de résolution pour demander une commission d'enquête parlementaire avec tous les pouvoirs conférés à ce type de commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les impacts des Jeux olympiques et paralympiques du point de vue budgétaire, social, écologique, économique. Étant donné, évidemment, et ça vient d'être dit, qu'en plus des Jeux olympiques sont prévus d'ici en 2030 avec des impacts aussi qui seront... en tout cas, qui se révéleront sans doute importants. Est-ce qu'il y a des questions ? Je salue ma collègue Sarah Legrain, qui a mené aussi une partie des investigations, en particulier dans le domaine de la culture, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu des répercussions dans le domaine de la culture également, et des répercussions voilà, en partie négatives. Eh bien, donc nous avons été complets. Vous savez que vous avez le rapport à disposition. Voilà. Et donc, nous espérons en tout cas que ce rapport permette d'éclairer la décision, voilà, le citoyen. Et surtout que ça mette la pression pour obtenir une commission d'enquête parlementaire. Je vous remercie et merci aussi à tous les collègues et les équipes qui ont travaillé sur ce rapport.